Je le disais en introduction, vous êtes chef de projet à l'APUR, l'Atelier parisien d'urbanisme. Donc ça fait 10 ans que vous travaillez sur des études au cœur des sujets de la petite enfance, de la jeunesse, des politiques familiales également. Je vous invite à consulter ces études que l'Atelier parisien d'urbanisme met en ligne quasi systématiquement, donc à la disposition de tout le monde. C'est vraiment une source de références et de matières très intéressantes. Et vous allez nous présenter une de ces études sur les jeunes parisiens menée en 2012, mais avant ça, donc, on vous avait posé la question de nous dire un petit peu plus ce que c'est que les jeunes à Paris, parce que c'est vrai que quand on parle des jeunes, derrière ce mot un peu fourre-tout, on se dit, bon, bah alors c'est qui ? Comment ils voient l'espace public parisien, comment ils perçoivent la ville. Et voilà, donc c'est la première question qu'on voulait vous poser. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vraiment trouvé dans ce que vous avez présenté des éléments qui finalement se rapprochent de ce que je vais présenter aussi. Enfin, il y a un écho important, je pense, entre les trois présentations ce soir. Donc, les résultats que je vais vous présenter sont, comme vous le disiez, issus d'une étude que l'on a menée donc en 2012-2013 sur les jeunes Parisiens de 16 à 25 ans. Enfin plutôt les jeunes à Paris. Vous comprendrez dans un instant pourquoi, quelle est cette nuance. Donc cette étude comportait plusieurs axes de travail. Un axe autour des conditions de vie des jeunes, donc les questions de logement, d'études, d'emploi, de santé, de participation, donc assez large. Un axe sur leur pratique des équipements culturels et sportifs. Et enfin un axe sur les usages de l'espace public. Donc cette analyse des pratiques et usages de l'espace public, dont je vais vous présenter des extraits ce soir, a été réalisée donc, avec Jean-Christophe Chaublet, peut-être que vous le connaissez, donc scénographe urbain, et qui a notamment travaillé sur Paris-Plage et sur le projet de réaménagement des berges de Seine. Donc comme en effet, je voulais commencer cette présentation par un petit rappel chiffré pour essayer de contextualiser et de présenter en fait cette tranche d'âge et surtout montrer toute l'importance en fait et la présence qu'occupe la jeunesse à Paris, puisque les jeunes représentent à Paris une population très nombreuse, vous le voyez à l'écran. 15% de la population parisienne est composée de jeunes de 16 à 25 ans, ce qui correspond à un effectif de plus de 330 000 jeunes donc, qui vivent à Paris. Et puis si on ajoute en fait, à cette population de jeunes qui résident à Paris tous les jeunes qui viennent quotidiennement y travailler et y étudier, on atteint en fait une population de 600 000 jeunes donc, qui fréquentent tous les jours le territoire parisien, sans compter ceux qui s'y rendent pour leurs loisirs qu'on a évidemment du mal à dénombrer. Et donc c'est vraiment le propre d'une grande métropole en fait, comme Paris que d'accueillir une population jeune nombreuse parce que c'est un corps de métropole densément peuplé qui accueille de très nombreux emplois ou de très nombreuses opportunités d'études. Donc vous le voyez, cette carte qui représente le nombre de jeunes âgés de 16 à 25 ans à l'échelle des communes et des arrondissements parisiens, mais vraiment clairement en évidence cette forte présence des jeunes à Paris, puisque vous avez tous les arrondissements du nord et du sud de Paris, là, le 18e, 19e, 20e, 15e et 13e, qui accueillent chacun plus de 25 000 jeunes de 16 à 25 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, ça correspond à peu près à la population d'une ville comme Rambouillet. Donc on prend la mesure quand même de l'effectif que représentent ces jeunes de 16 à 25 ans. En plus, on est sur une tranche d'âge qui est assez réduite, puisqu'on a étudié, nous, ces jeunes de 16 à 25 ans. Voilà, alors un mot pour expliquer en fait cette attractivité, puisqu'en fait la forte présence de jeunes à Paris est très liée aux échanges migratoires, qui est encore une fois le propre des grandes métropoles. Donc c'est-à-dire que le nombre d'arrivées sur le territoire parisien
de jeunes dans cette classe d'âge est très nettement supérieur au nombre de départs chaque année. C'est-à-dire le nombre de personnes qui s'installent à Paris dans cette classe d'âge est très supérieur au nombre de départs. Et c'est vrai que pour les jeunes entre 15 et 30 ans. Pour toutes les autres tranches d'âge, en fait, on a un déficit, c'est-à-dire un nombre de départs de Paris, du territoire parisien, qui est plus important que celui des arrivées. Ce qui veut dire en fait que Paris, chaque année, accueille un solde net de 25 000 nouveaux jeunes, entre guillemets, qui s'installent dans la capitale. Donc là encore, on prend la mesure de ce nombre de jeunes qui potentiellement va fréquenter les espaces publics, qui va être présent dans les équipements parisiens. Ces jeunes viennent de toutes les régions de France et même de l'étranger, puisque dans cet ensemble, 26 000 jeunes, on compte 50% de jeunes qui viennent de province, à peu près 30% de jeunes qui viennent d'Île-de-France et 20% de jeunes qui viennent de l'étranger. Donc 1 sur 5 vient d'un pays étranger. Alors, une jeunesse, des jeunesses, alors c'est vrai que en fait, c'est une classe d'âge qui est par nature difficile à définir parce que ça correspond à une phase transitoire finalement. C'est un moment où on est en transition vers l'autonomie et donc d'une année à l'autre, on va pas être forcément dans le même logement, on va pas suivre la même formation, on va changer d'endroit. Donc c'est par nature une population qui est difficile à qualifier, à caractériser, mais on peut donner quelques grands profils pour comprendre encore une fois quelles sont les grandes conditions de vie de ces jeunes à Paris de 16 à 25 ans. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la moitié d'entre eux vit dans un logement autonome, et plus de la moitié d'entre eux, et qu'une petite moitié vit encore chez ses parents sur ces 16 à 25 ans, et que parmi ceux qui vivent dans un logement autonome, on en a 30% quand même qui travaillent, et 22% qui sont autonomes. Alors ce que l'on a fait dans le cadre de cette étude, c'est qu'on a essayé de caractériser les différents quartiers parisiens du point de vue du profil des jeunes qui résident dans ces quartiers, pour essayer de voir quels étaient en fait les profils de jeunes que l'on retrouvait majoritairement dans les différents quartiers. Donc ça donne la carte que vous voyez à l'écran, avec donc des quartiers donc représentés en jaune qui accueillent une majorité d'étudiants vivant dans un logement autonome. En bleu, vous avez les quartiers qui accueillent une majorité de jeunes actifs, c'est-à-dire qui travaillent. En vert, les quartiers accueillant une majorité d'élèves ou d'étudiants qui vivent encore chez leurs parents, donc plutôt plus jeunes. Et enfin, en rose, ce sont les quartiers qui accueillent des jeunes plutôt faiblement qualifiés, et puis cumulant des difficultés d'insertion et de décohabitation. Donc on voit quand même une géographie se dessiner sur le territoire parisien, avec à la fois des arrondissements assez homogènes du point de vue de la population des jeunes qui y résident, par exemple le 5e et le 6e, avec une majorité de jeunes étudiants autonomes, entre guillemets, et par contre des arrondissements beaucoup plus hétérogènes, plus diversifiés du point de vue du profil des jeunes qui y résident, comme le 13e arrondissement par exemple. Émilie, juste une petite précision, quand vous dites étudiant autonome, c'est pas financièrement, c'est vivant ouais. Seul tout à fait. ou en colocation, quoi. Voilà, ayant décohabité, donc Merci. c'est-à-dire ne vivant plus chez leurs parents. Tout à fait, merci de cette précision. Et enfin, quelques derniers chiffres sur la précarité chez les jeunes, qui est aussi assez difficile à saisir, car en fait elle est souvent cachée et puis souvent regardée comme moins grave que pour d'autres catégories d'âge, parce qu'on considère que c'est transitoire. Donc, voilà. Mais en réalité, même si on a une très grande majorité de jeunes à Paris qui se portent plutôt bien, on a aussi une précarité qui affecte une part significative de jeunes, y compris à Paris. Et cela peut avoir une incidence sur les pratiques de l'espace public en réalité. Vous allez comprendre dans un instant. Quelques chiffres. Donc, on compte à Paris 28 500 jeunes inactifs, c'est-à-dire ni en études, ni en emploi. Donc, encore une fois, c'est un groupe qui correspond à peu près à la population d'une ville comme Rambouillet. C'est le même effectif de jeunes ni en emploi, ni en études. Voilà, donc aussi beaucoup dehors, par exemple. Le même nombre de jeunes en situation de chômage, de jeunes donc sortis du système scolaire qui
recherchent un emploi en situation de chômage, un nombre dont on sait qu'il est largement sous-évalué puisque un grand nombre de jeunes en recherche d'emploi ne fait pas de démarche, donc n'est pas comptabilisé. Près de 16 000 jeunes qui sont contraints de rester chez leurs parents alors qu'ils travaillent. 16 000 jeunes, donc un effectif équivalent, sortis du système scolaire sans aucune qualification à Paris. Et enfin, 1 millier de jeunes, donc des situations très extrêmes, donc 1 millier de jeunes environ à la rue, de jeunes de moins de 30 ans. Voilà, il me paraissait important de rappeler ces quelques chiffres pour avoir des ordres de grandeur, parce que quand on parle des jeunes dans l'espace public, parfois on ne se rend pas compte du nombre de jeunes que ça représente, et finalement de la pression simplement, et des besoins qui sont exprimés, ne serait-ce que par cet effectif très important. Alors pour les pratiques de l'espace public, les demandes, les pistes de réflexion au regard justement des besoins en termes de lieux de sociabilité qui nous occupent ce soir, ce que l'on a fait dans le cadre de cette étude, c'est qu'on a utilisé une méthode un peu nouvelle, enfin en tout cas pour nous à la Pure, qui était une méthode de carte sensible, donnant à voir les usages des jeunes dans l'espace public. Alors c'était finalement une approche assez simple, puisqu'il s'est agi de reporter sur une carte une série d'observations que l'on a pu faire dans 3 quartiers de Paris, dans différents espaces, et à différentes heures de la journée ou jours de la semaine. Donc, qui donnait à voir à la fois les points d'ancrage des jeunes dans l'espace, les pratiques, les flux, les parcours structurants sur le territoire. Donc pour ce travail, on a retenu 3 territoires tests que vous voyez à l'écran. Donc un quartier résidentiel d'échelle locale, donc avec d'importantes infrastructures scolaires, le quartier de la cité Paul Valéry dans le 12e arrondissement. Un deuxième quartier en mutation récent, le quartier Paris-Rive-Gauche, dans le 13e arrondissement, donc autour de la BNF, des frigos et des grands moulins. Et enfin, un quartier attractif et mixte, pluriculturel et de dimension un peu métropolitaine, dans le 19e arrondissement, autour de la rotonde de la Villette. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats pour chacun de ces espaces, mais finalement, on a tiré quelques constats généraux sur les pratiques des jeunes dans l'espace public à partir de ces observations dans ces 3 quartiers différents de Paris. Donc, quels sont ces constats, ces 6 constats généraux? Donc, premier constat, donc, ce qu'on a pu voir de manière générale, c'est que les jeunes sont d'abord, plus que toute autre catégorie d'âge, dehors, et ce que l'on a qualifié de ultra-utilisateurs de l'espace public. Et ce que l'on a constaté, c'est que c'est finalement l'entrée au collège qui constitue un moment charnière où le jeune, l'adolescent, en fait, commence à tester son autonomie à l'extérieur, à sortir de la sphère familiale ou la sphère scolaire pour aller expérimenter le dehors, l'espace public. Évidemment, la forte présence des jeunes dans l'espace public à ces âges s'explique aussi par le fait qu'ils disposent de temps qui leur permettent donc de passer du temps ensemble et de se rencontrer sur l'espace public. Alors, deuxième constat, donc l'espace public est un espace où on construit son autonomie. Donc c'est un espace finalement où on teste, où on expérimente, où on fait bouger les lignes, où on l'appréhende, un âge où finalement on cherche à créer entre soi et avec ses pairs, on cherche finalement à s'extraire un peu du monde des adultes. Et donc ce mode d'appropriation spécifique des jeunes que l'on a pu observer, en fait, se manifeste par un mode d'appropriation, un mode d'occupation spécifique sous forme de bulles et d'îlots. Vous allez le voir, puis ça fait sûrement référence à des choses que vous pouvez observer tous les jours vous-même dans l'espace public. Donc quelques exemples de bulles et d'îlots, là vous voyez sur les photos. Donc légèrement en retrait, tout en restant connecté à la ville, un entre-soi, donc un peu poreux, mais
qui se maintient quand même un tout petit peu en retrait, avec parfois des détournements d'usage ou de mobilier. Vous voyez les accroches vélo, par exemple, ou le terre-plein central en haut à droite. Ce que l'on a voulu faire aussi dans le cadre de cette étude, c'est finalement confronter nos analyses, nos observations de terrain aux perceptions des jeunes eux-mêmes. Alors on a conduit une série d'interviews auprès d'un petit panel de jeunes ce qui a donné lieu à un documentaire qui permet finalement d'entendre les jeunes s'exprimer eux-mêmes sur leurs pratiques et leurs souhaits en matière d'espace public. Et donc on voit, il y a vraiment des choses qui ressortent sur le caractère un peu libre, informel, ouvert des espaces qui sont appréciés. Le fait qu'on pense quand même aux autres en se disant... là, ça va parce qu'il n'y a pas d'habitants, donc on ne va pas les gêner. Ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Je trouve ça assez intéressant. Et le côté multi-usage, ouvert. Moi, j'aime bien quand il se passe autre chose à côté. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop, trop orienté ou trop thématisé. On a également, pour poursuivre nos analyses et pour associer des jeunes finalement à la production de nos analyses, on a organisé un atelier de carte sensible avec un petit groupe de jeunes donc sur le site du 13e arrondissement pour essayer effectivement d'affiner notre diagnostic sur ce quartier. Et en fait, il s'est agi d'échanger autour de questions très simples qu'on leur avait posées donc quelques jours avant et qu'ils ont pu préparer avec un support cartographique du quartier. Donc quelques questions très simples. Quels sont les lieux que je fréquente? Quels sont les lieux que j'évite? Pour y faire quoi? Avec qui? Quels sont mes cheminements? Que manque-t-il au quartier? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Donc des jeunes de profils variés et de différents âges. Donc l'atelier a donné lieu à la production d'une autre forme de carte sensible. Et les jeunes sont allés jusqu'à faire des propositions très concrètes en lien avec les problématiques qu'ils ont identifiées sur le quartier. Et donc en termes d'enseignements généraux par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, moi je retiendrai juste deux aspects. Dans leur témoignage, les jeunes ont fait part d'éléments à la fois facilitant les usages ou à l'inverse limitant l'appropriation des espaces. Et donc dans les éléments facilitants, en fait, les bancs, tout simplement, reviennent très souvent dans les propos recueillis. Donc des bancs qui sont présentés soit de manière positive, c'est-à-dire on investit ce lieu parce qu'il y a des bancs, ou alors de manière négative en soulignant le manque. Finalement, cet espace, c'est pas très bien parce qu'il manque des bancs, etc. Donc ça nous a paru assez intéressant, sachant que le banc est à peu près le seul mobilier qui a été réclamé de manière explicite lors de cet atelier. Et à l'inverse, donc ce qui est ressorti des propos des jeunes comme des éléments limitants et contraignant fortement les usages sont les grilles et les interdictions en tout genre, donc mentionnées comme étant un obstacle particulièrement important et mal vécu. L'espace vert, on n'y va pas parce que c'est trop cloisonné, ou on ne fréquente pas tel ou tel square parce que les gardiens nous en empêchent ou nous virent. Voilà. Et donc dans leur proposition par rapport à la thématique de la sociabilité, ils ont proposé par exemple la création d'un mobilier simple urbain adapté, donc le banc, permettant une plus grande appropriation des espaces publics du quartier. Et également, et ça rejoint encore ce qui a été dit précédemment, je trouve ça intéressant, une éventuelle fermeture de certains lieux à la circulation en dehors des horaires de bureau ou de week-end, puisque c'est un quartier avec beaucoup de bureaux, pour organiser des animations ou des événements, tout en évitant les conflits avec d'autres usagers, puisque c'est des espaces qui ne sont pas nécessairement habités. Donc je trouve ça assez intéressant, puisque ça rejoint ce qui a été dit. Donc en termes de pistes, ces travaux ont donné lieu finalement à quelques pistes de réflexion qu'on a essayé d'organiser autour de deux grands axes de réflexion de travail, donc pour répondre à ces besoins exprimés par les jeunes. Donc le premier axe, c'est ce qu'on a appelé le tapis d'éveil. Et donc l'idée, c'est de considérer en fait l'espace public comme un tapis d'éveil, ce qui revient finalement à considérer cet espace comme un espace permettant un enrichissement, donc un espace qui permet de vivre des expériences et donc de s'enrichir. Alors, cet enrichissement, il peut être soit culturel, artistique, soit physique, soit soit
un enrichissement qui permette finalement justement là plus de sociabilité ou plus d'autonomie. C'est pas le tapis d'éveil dans son concept petite enfance. Non, c'est un tapis d'éveil adapté aux jeunes un peu plus grands. Enfin, il peut s'adapter à tous les âges. Et donc quelques exemples d'enrichissement donc, pour cette dimension sociabilité. Donc, en matière de sociabilité, en réponse à cette demande, ce besoin des jeunes, l'aménagement donc, de l'espace public peut être pensé autour des axes suivants. Donc, autoriser et accompagner la bulle, ce que l'on présentait tout à l'heure, donc des espaces en retrait mais connectés, des espaces à géométrie variable, permettre le détournement de mobilier simple, les usages multiples, ne pas suraménager, sans gêner évidemment les autres usages. Donc ça passe par le choix de matériaux par exemple qui permettent de limiter les nuisances sonores, par le choix de localisation aussi spécifique, comme on disait tout à l'heure, des espaces qui sont à certains moments pas habités par exemple. Et bien sûr autoriser les appropriations festives associées. Donc quelques exemples là, que vous voyez à l'écran. Donc, en haut à droite, c'est un exemple qui provient d'un parc dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Où on voit en fait que sont proposés des espaces de jeu qui intègrent aussi des espaces de sociabilité, vous voyez en haut à gauche, avec quelques aménagements très simples, simplement des marches finalement qui peuvent être utilisées à la fois pour s'asseoir, pour éventuellement faire d'autres choses, des pratiques sportives, des détournements divers et variés. Des aménagements légers et temporaires peuvent être conçus aussi pour encourager, ou en tout cas permettre les bulles, le retrait, tout en restant connecté. Je pense aux jardins mobiles, peut-être que vous connaissez ces aménagements, les jardins mobiles des berges de Seine, par exemple. Voilà, j'ai pas forcément mis de photos. Et vous avez l'exemple qui a été cité dans le film du skatepark, donc du quartier de la Bourse. C'est un exemple qui nous a été présenté par l'élu du 2e arrondissement à la précédente leçon sur le jeu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à voir la vidéo, elle est en ligne. Et alors, dernier point, donc, dernière piste de réflexion sur ces aménagements, et encore une fois, ça rejoint la première intervention, qui est l'idée de travailler les seuils. Puisque les seuils sont apparus également dans notre étude, les seuils des équipements, comme des espaces particulièrement investis par les jeunes de cette classe d'âge. Donc le seuil de l'équipement scolaire, le seuil de l'équipement sportif, le seuil de la salle de concert, par exemple. Donc pas complètement dedans, ni complètement dehors. En fait, ce sont des espaces qui sont particulièrement appréciés et vécus par les jeunes. Alors comment faire en sorte que ces espaces finalement puissent justement être des espaces où on peut être. Donc ce que l'on propose, c'est qu'effectivement, il me semble que c'est par davantage de porosité, c'est en travaillant la porosité entre l'intérieur et le dehors, que l'on peut finalement améliorer la qualité des seuils et favoriser finalement les appropriations et la sociabilité, par exemple, sur ces espaces. Donc cette porosité, elle peut être renforcée par différentes choses, évidemment par l'architecture de l'équipement lui-même, le choix des matériaux, la transparence, les toitures, voilà, l'architecture du bâtiment. Évidemment, la place de la grille, puisque la grille est très souvent encore trop présente devant les équipements et très contraignante, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple cité sur les jeunes du 13e. Donc là, c'est une grille physique, mais ça peut être aussi une grille symbolique. A-t-on le droit d'accéder à tel ou tel équipement, à telle ou telle heure de la journée ? Ou une grille aussi tarifaire, par exemple. Quel est le prix pour accéder à tel ou tel équipement ? Donc des grilles qui peuvent effectivement très fortement contraindre les usages. La porosité entre les équipements et l'espace public peut être aussi renforcée par un travail sur le confort des espaces à l'extérieur et à l'intérieur, avec un même niveau de confort, avec un même niveau de service. Et enfin, par la qualité de l'accueil et le degré d'ouverture de l'équipement. Là, j'ai intégré à la diapo l'exemple du 104, puisque
les pratiques libres qui sont proposées de plus en plus dans les équipements, notamment les équipements ouverts aux jeunes, favorisent finalement cette porosité, ce lien par rapport à l'extérieur, avec des espaces qui sont très fortement investis par les jeunes. Hein. Pour ceux qui connaissent, le 104 fonctionne effectivement très bien et donne lieu à des appropriations très diverses. Voilà, les grilles, par exemple, pour donner encore des pistes un peu concrètes, les grilles peuvent être remplacées par des mobiliers très simples, beaucoup moins, je dirais, imposants dans leur structure. Là, il y a encore un exemple du parc de Berlin, de Kreuzberg, en haut à droite, où on voit que 2 espaces sont délimités simplement par un mobilier en bois assez long qui peut à la fois servir de banc, de délimitation des 2 espaces et d'endroits où s'assonner, où se rencontrer, où échanger. De même, le choix de revêtements spécifiques, de matériaux comme par exemple l'utilisation de gravier peut permettre de délimiter des espaces tout en sans utiliser en fait de grilles par exemple. Voilà, donc pour conclure, j'espère ne pas avoir été trop longue, je voulais simplement rappeler finalement les grands points de la présentation. Donc on l'a vu, hein, les jeunes à Paris, c'est d'abord une hyper-présence dans l'espace public, des modalités d'appropriation de cet espace et des besoins très spécifiques, très différents des autres classes d'âge. Et en même temps, j'en ai pas vraiment parlé, mais je voulais insister sur ce point-là en conclusion. Un apport à la ville qu'il faut reconnaître, c'est en termes d'animation de ces espaces, en termes d'attractivité de certains espaces aussi. Donc voilà, il est tout à fait légitime, indépendamment de cette question des conflits d'usage, de donner une place à la jeunesse à Paris. Et donc les pistes de réflexion que je présentais tout à l'heure, donc pour tenir compte de ces besoins et répondre finalement au mode d'appropriation spécifique des jeunes, donc autour de cette notion de tapis d'éveil ou de seuil, tout en finalement travaillant en association avec des jeunes, donc pour la production de ces espaces. Nous, on a essayé de le faire donc à notre petite échelle dans le cadre de cette étude, hein, de travailler en association avec des jeunes. Et ce que l'on a pu voir, donc ça fait quoi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand on les associe, on voit très bien que justement, très spontanément, les jeunes associent les autres usagers de la ville dans leurs propositions en disant mais là si on propose ça c'est bien parce que ça peut inclure d'autres ou ça ne va pas gêner telle catégorie d'âge ou telle partie de la population et donc c'est particulièrement intéressant il me semble donc à poursuivre comme travail. Voilà. Merci beaucoup Émilie Morand.